nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing. Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situé dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprégnable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces snacks et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24 h sur 24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Envisagez-vous d'immigrer au Canada? Sakoni Immigration est un cabinet conseil réglementé et spécialisé en immigration canadienne. Notre mission, vous accompagner dans votre projet d'immigration. Nos services, le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur, la résidence permanente, incluant l'entrée express et les programmes des provinces, le parrainage, le IMT et la citoyenneté canadienne. Sakoni Immigration sera votre guide. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou appelez-nous. Vous pouvez aussi suivre le lien ci-dessous ou scanner le QR code pour demander une évaluation initiale. Mesdames et messieurs, bonjour. Brenda Biya est donc homosexuelle. Âgée de 27 ans, elle a fait son coming out à travers ses réseaux sociaux avant de le confirmer dans une interview accordée au quotidien français Le Parisien. Il n'en fallait pas plus pour embraser l'opinion publique au Cameroun où la pratique de l'homosexualité est sanctionnée d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Si les Camerounais, dans une large majorité, ont exprimé leur courroux contre la jeune dame, les homosexuels, quant à eux, semblent avoir perçu son coming out comme une chance de voir la législation camerounaise évoluer sur la question de l'homosexualité.
ce qui n'est pas gagné. Toujours est-il que du fait de la filiation de Brenda Biya, sa sortie a eu au moins le mérite de remettre au goût du jour la question très controversée de l'homosexualité au Cameroun. Comment vivent les LGBT au pays de Paul Biya? Quels sont les problèmes auxquels ils font face? Y a-t-il une chance que la loi qui punit la pratique de l'homosexualité change un jour? Nous poserons ces questions et d'autres à notre invité. Merci de rester fidèle à Naya TV. Merci de regarder Autant le dire. Ebenezer Moukam, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes doctorant en droit international public à l'université de Douala. Vous avez obtenu un master en relations internationales à l'Institut des relations internationales du Cameroun, l'IRIC, option contentieux international. Alors, vous êtes défenseur des droits humains et vous vous définissez justement comme un défenseur des droits humains et vous rêvez de voir, je vous cite, un Cameroun inclusif où tout le monde vit sans être stigmatisé ni violenté à cause de son orientation sexuelle, de son identité sexuelle ou expression de genre, de ses caractéristiques sexuelles ou alors de son statut sérologique. Bien évidemment, c'est bien ça. Oui. Alors, vous travaillez également pour le compte de la CAMFED, qui est une association qui protège ou alors qui veille à la protection des droits humains et également le VIH-Sida. C'est bien ça. Donc, oui. CAMFED, non seulement fait dans la promotion et la protection des droits humains de façon générale, mais également spécifiquement pour la lutte contre les IST et le VIH-Sida. Et les cibles de la CAMFED, c'est en même temps la population générale, mais aussi les couches les plus vulnérables ou marginalisées, incluent bien évidemment les personnes MSG, c'est-à-dire minorités sexuelles et de genre. Alors, donc vous travaillez énormément avec les minorités sexuelles. Alors, ça ne doit pas être un travail facile au quotidien, hein, dans un environnement comme le nôtre. Tout à fait, ce n'est pas un travail facile. La preuve en est que chaque jour, nous essayons de mettre sur pied des stratégies qui peuvent nous permettre d'atteindre nos objectifs au quotidien. Et donc, vous travaillez énormément avec la communauté LGBT au Cameroun. Oui, on travaille véritablement avec toute la communauté LGBT. Et lorsqu'on parle de la communauté LGBT, il s'agit ici des personnes lesbiennes, des personnes gays, des personnes bisexuelles, transgenres, intersexes, queer, etc. Donc, voilà. On reviendra sur toutes ces, toutes ces déterminations ou alors toutes ces particularités tout à l'heure. Alors, comment la communauté homosexuelle au Cameroun a-t-elle accueilli le coming out de Brenda Biya? Il faudrait dire que c'est avec beaucoup de joie. J'ai même vu certains membres de la communauté carrément se sentir un peu comme libérés par ce coming out-là de la fille du président de la République du Cameroun. Parce que plusieurs personnes se disaient, bon voilà, peut-être que l'État est dans une posture où il ne nous a jamais compris, il ne nous comprendra jamais. Avec cette occasion, peut-être l'État pourra voir que la question de l'homosexualité n'est pas une question que des autres, mais de tout le monde. Alors, et la jeune fille, la jeune dame, dans son interview, une interview exclusive qu'elle a accordée au quotidien français Le Parisien, elle dit qu'elle espère que son coming out va permettre que la loi qui criminalise l'homosexualité au Cameroun évolue ou soit changée. Vous y croyez, vous? Oh, j'y crois, parce qu'il faudrait dire que quand elle dit qu'elle espère qu'avec son coming out, c'est parce qu'elle est consciente du fait qu'elle est tout de même la fille du président de la République. Oui. Et donc, elle n'est pas des moindres. Et donc, elle n'est pas n'importe qui. Elle n'est pas n'importe qui, tout simplement. Donc, elle sait très bien qu'en faisant son coming out, cela pourrait changer non seulement la perception de plusieurs membres au gouvernement, mais aussi la perception de son père ou de ses parents, tout simplement. Et donc, pourra ensuite permettre à ce qu'il y ait non seulement un assouplissement des règles sur le plan national, mais aussi une revue de l'éthique ou alors des pratiques que les uns les autres, les représentants de l'État ont généralement sur le terrain. Donc, voilà pourquoi, à mon humble avis, elle le dit. Et c'est possible. Oui. Pourquoi pensez-vous que son seul coming out
peut faire changer les choses. C'est vrai, c'est la fille du grand chef, ça c'est sûr. Mais est-ce que, ou alors vous pensez que cela amène les uns et les autres à comprendre que ce n'est pas une affaire qui concerne simplement les autres, que ça peut aussi concerner les enfants des grands, comme on dit? Voyez-vous, généralement, nous avons assisté à plusieurs cas d'arrestation arbitraire Oui. et même de violence et abus perpétrés sur les personnes de la communauté LGBT en arguant que nous sommes dans un contexte où le Cameroun réprime cette pratique et l'autre argument, c'était que le président de la République lui-même est contre cette valeur-là et donc tout le temps, en plus d'évoquer les lois pénales en vigueur, on évoquait aussi le plus souvent, et ça continuait jusqu'à ce coming out, toujours la position et les propos du président de la République pour renforcer la haine et renforcer la répression contre les personnes de la communauté. Et donc, c'est dire qu'avec cela, quand on le dit, il y aura de la peine, une sorte de gêne que prochainement les bourreaux vont ressentir lorsqu'ils se retrouveront en face d'une personne homosexuelle. Alors à chaque fois, ils se diront, ok, je suis en train de violenter une personne homosexuelle, je suis en même temps aussi en train de violenter la fille du président de la République qui est mon chef. Et donc voilà un peu comment ça pourrait, sur le plan pratique, changer tout de même le degré, la perception et même le niveau de violence subi par la communauté. En clair, ça veut dire que le gouvernement aujourd'hui est dans une situation de grand embarras parce que si jamais on veut emmerder, pardonnez-moi pour l'expression, un homosexuel aujourd'hui, le gars, il aura beau jeu de dire commencez par la fille de votre chef. Oui, voilà. Ouais. Et donc, si aujourd'hui un homosexuel, quelqu'un voudrait bien emmerder, comme vous le dites, un membre de la communauté, il aura toujours en image le coming out de la fille du président de la République, qui est tout de même le garant sur le plan national de pratiquement toute la stabilité institutionnelle. Alors, vous parliez des propos de Paul Biya tout à l'heure sur la question de l'homosexualité. Il faut dire qu'il avait quand même eu un propos assez ambigu en France, quand il avait été interrogé il y a quelques années sur le fait que le Cameroun reste un des pays où on criminalise la pratique de l'homosexualité. Il n'avait pas prononcé le mot, il avait dit « ces choses-là peuvent évoluer dans un sens comme dans l'autre ». Il faudrait dire que le président de la République est un fin. C'est très bien ça. C'est un fin politicien et effectivement, vous savez, lorsqu'on est un fin... Il n'a pas dit qu'il est contre, il n'a pas dit qu'il est contre, il n'a pas dit qu'il est pour. Voilà. Mais ce qu'on retient, nous, en tant que défenseurs des droits humains, c'est qu'il a tout de même dit que les choses pourraient évoluer en fonction de l'évolution sociale et sociétale. Et donc ça, c'est ce que nous avons retenu. Et peut-être que comme des prédications, aujourd'hui, on se rend compte qu'il est possible qu'avec ce coming out, effectivement, les perceptions changent et que l'on est comme une sorte de progression dans les mentalités, dans les perceptions des uns et des autres. Alors, il faut dire quand même que Brenda Biya me semble assez lucide quand même dans son propos parce qu'elle dit que ce ne sera pas facile. Oui, elle est très bien lucide et ça se voit parce qu'on peut, il y a plusieurs d'ailleurs hommes de la scène publique, même certains hommes politiques qui ont eu à soulever le fait qu'elle subirait certainement des manipulations, certainement... la thèse du complot. Oui. Il y a même récemment monsieur, je crois, Paul Chouta, qui a fait comprendre que c'était tout simplement un schéma. Dans le langage camerounais, ça veut dire une arnaque. C'était un schéma qui a été orchestré tout simplement par le président de la République pour sécuriser sa fille au cas où il perdrait les élections en passant par la voie de la protection internationale qui est bien accordée aux membres de la communauté LGBT. Bon, ça c'est pour vous dire en quelque sorte qu'on veut toujours prêter des intentions, on veut toujours donner l'impression que effectivement c'est quelque chose de planifié. Or, quand cela est dit, on sait très bien, vous avez dit dans votre propos introductif qu'il s'agit d'une personne de 27 ans. Donc, une personne majeure avec tous ses sens et qui a également le droit et la liberté de s'exprimer, de parler de ses orientations, de son vécu. Et donc, je ne comprends pas comment on pourrait prêter tout cela à de l'inconscience ou encore à tout simplement de la manipulation. C'est quand même courageux de sa part, non? C'est très courageux de sa part. Au regard de son statut, et au regard également du pays d'où elle vient. Tout à fait.
au regard du pays d'où elle vient, au regard du fait que cela pouvait aussi représenter un risque pour son père si jamais il voulait se représenter. Oui, politiquement, c'est fort. Politiquement, c'est fort. Et donc, c'est un risque et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, mais voilà, enfin, une personne assez courageuse qui, aujourd'hui, est un exemple pour nous. Alors, mais quand même, dans un environnement où la sexualité est taboue, la sexualité n'est conçue ou alors pensée dans la société que de manière normale, non, enfin, pas normale, peut-être classique, de manière classique, voilà. Et peut-être de préférence dans la posture du missionnaire, si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Venir quand même expliquer aux gens qu'un homme peut aller avec une femme, un homme peut aller avec un autre homme et tout. Ça a du mal à passer, vous êtes quand même conscient de ça, C'est tout à fait normal que ça a du mal à passer au regard du contexte dans lequel nous avons grandi, nous avons été moulés. Tout le monde est moulé dans un contexte. Oui. Vous allez vous rendre compte qu'on parle de la question de l'homosexualité aujourd'hui, ce qui choque certainement parce que le contexte amène la majorité à être choquée. Il y a, par exemple, si vous grandissez dans un contexte familial où les parents étaient tellement pieux et religieux, vous avez tendance effectivement à avoir les mêmes façon de penser que vos parents ou dans le contexte où vous avez grandi. Maintenant, ce que moi j'ai tendance à dire, c'est qu'il ne faudrait pas fermer la connaissance. C'est pas parce que nous en Afrique ou à nous, dans notre famille, nous avons certains principes ou certaines valeurs que nous inculquons à nos enfants, que nous allons empêcher à nos enfants de pouvoir découvrir le monde et connaître réellement de quoi est fait l'univers, le monde, la diversité de ce que cela comporte. Donc moi, je suis plutôt pour le fait que oui, si ça choque, oui, mais est-ce que les gens cherchent véritablement à comprendre la véritable raison de l'existence de ces personnes? Je crois qu'il y en a qui sont braqués et c'est ce qui n'est pas bien dans une démocratie comme la nôtre. Je vais vous proposer, Ebenezer Monkam, de regarder cet élément. Nous avons baladé notre micro dans les rues de Yaoundé pour demander aux Camerounais lambda ce qu'ils pensent de l'homosexualité. Voici leur réponse et ils s'expriment au micro de Michel Imélé. L'homosexualité, c'est même quoi même d'abord, madame? Comment un homme qui a le Bangala peut aussi aimer un homme qui a le Bangala? Au temps de nos aïeux, nous n'avions jamais entendu un truc comme ça là. Depuis même ma naissance, j'ai au moins 51 ans, je n'ai jamais entendu qu'un homme s'accouple avec un autre homme. Bon, les trucs comme ça ne devaient pas exister, on ne devait même pas accepter, entendre même des choses comme ça. Donc c'est un truc vraiment à condamner. Nous sommes dans un pays de liberté. Moi je trouve qu'un homme et une femme s'aiment, c'est pour eux là-bas. Ceux qui veulent s'aimer entre eux, s'aiment entre eux. Je ne vois pas pourquoi aujourd'hui je vais encourager mes enfants à aller à l'endroit de l'homosexualité parce que moi en tant que mère, si je m'étais dirigée vers ce secteur-là, les enfants ne seront pas nés et nous ne serons pas là en train de rendre un monde prospère. Je suis vraiment déçu. Non seulement par la nature, parce que Dieu, en créant sa nature, il l'a créée parfaite. C'est nous, c'est ces créatures qui voulons changer, alors que lui n'a jamais changé quelque chose. Au commencement, il avait fabriqué l'homme. Après l'homme, il a fabriqué encore la femme. Les deux devaient unir pour continuer le chemin ensemble. Mais par contre, maintenant, tu vas voir ton fils, il t'amène un homme à la maison, tu crois que c'est son ami, alors que c'est sa femme. Alors que moi, je prétends que ma fille doit m'amener un beau dans ma famille pour que moi je sois la famille. Parce que nous, on attend toujours des enfants pour que les enfants puissent nous amener quelqu'un d'ailleurs ou bien son mari. Bon, je ne sais pas, les mots me manquent. C'est encore un sujet tabou, hein. Mais ça existe, depuis la nuit des temps, ça existe. Au Cameroun, ce n'est pas officiel, c'est officieux. Bon, ce que j'en pense réellement, c'est que tant qu'ils le font et qu'ils ne nuisent pas aux autres, moi, ça me pose pas un souci majeur. Je ne comprends pas pourquoi un homme, deux hommes ou deux femmes peuvent vivre ensemble. Pour moi, c'est la pire des choses que je n'ai jamais compris. Alors, il ne faudrait pas que les Occidentaux nous trompent tout en nous disant que l'homosexualité existe. En fait, chez nous, ici au Cameroun, on n'a jamais connu cela.
on sait que l'homme a quitté son père et sa mère pour s'attacher à son mari et deux vont former une seule chair. L'homosexualité au Cameroun n'est pas bien pour le pays en fait. Parce que en fait ça nous détruit en fait. Bon, quand on a créé l'homme et la femme, l'homme c'était pour la femme et la femme c'était pour l'homme en fait. Ce n'est pas que la femme était devenue pour la femme, l'homme était devenu pour l'homme. Mais on a d'abord déjà dit que deux corps de même nature se repoussent, non? Je prends souvent l'exemple quand je travaille avec mes élèves, de leur dire par exemple que si moi j'ai un enfant homosexuel, sincèrement je risque de ne pas avoir 2 jours de plus sur terre parce que je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas laisser mon ami parce qu'il est homosexuel. Mais en réalité, je suis d'abord contre ça d'abord, fermement. Je condamne d'abord ça. Mais si lui, il a choisi son chemin, moi, je ne peux pas lui dire que non, ne fais pas. Si c'est que je lui ai dit que bon, ce que tu es en train de faire là n'est pas bon, lui ne comprend pas, lui veut continuer, il insiste, je le laisse donc partir. Si c'est mon fils qui était peut-être homosexuel, je ne sais pas, je me dis qu'il faut que je prône la tolérance. Parce que je ne pourrais pas carrément renier mon fils ou ma fille. Donc, personnellement, je n'ai pas encore été confrontée. Mais je me prépare psychologiquement. Moi, je n'encourage pas l'homosexualité. Mais c'est au gouvernement de jouer son rôle. Voilà, merci. Retour dans cette émission. Alors, Ebenezer, comme vous avez regardé ces réactions qui sont généralement très, très hostiles, vous devez avoir l'habitude de ce genre de discours violemment homophobe, non? Tout à fait. Moi également, je subis ces violences chaque jour. Oui. Et je subis également des abus chaque jour. Oui. Il suffit de faire un tour sur ma page, sur mes différentes pages, les réseaux sociaux, vous comprendrez que c'est chaque jour. Et moi, je suis familier à cela. Comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez une telle violence? Parce que personnellement, je cherche à comprendre pourquoi la pratique sexuelle d'autrui peut rendre les gens à ce point furax. Justement, là, moi je pense que le premier élément, comme je le disais, c'est le carcan dans lequel nous avons été emprisonnés. Oui. Dans la société, dans notre famille et tout cela. Et aussi, il y a des idées tellement importées qui font à ce que, au fur et à mesure qu'on parle de ces idées, il y a comme une sorte de répercussion plus ou moins naturelle de la part des Camerounais et des Africains de façon générale qui parleront d'importation sans même comprendre, sans chercher à comprendre, sans même faire des recherches et tout. Donc, il y a ça. Et aussi le fait qu'il y a l'ignorance dans tout cela. Donc, il y a plusieurs personnes qui sont vraiment ignorants de certaines questions et par conséquent c'est la même chose avec le VIH. Vous voyez, donc aujourd'hui, donc l'ignorance fait à ce que forcément on va dire des choses sans comprendre, on va agir de façon violente sans forcément comprendre parce qu'on veut préserver certainement quelque chose qu'on nous a demandé de préserver sans nous expliquer pourquoi il faudrait la préserver. Alors, il y a un certain nombre d'arguments que les homophobes de tout poil qu'il y a dans notre pays avancent pour justifier leur attitude. Première chose, c'est une pratique importée. Non, mais... Qu'est-ce que vous y répondez? Moi, ça ne serait... Quelqu'un a dit dans ce Vox Pop-là que nos parents ne faisaient pas ces choses-là. Ah non, mais écoute, c'est faux. Lorsqu'on parle de découverte, je crois qu'on comprend bien ce que ça signifie. Peut-être que les personnes ne connaissaient pas ou alors la pratique était quelque chose qui n'était pas vraiment mis en public, qui n'était pas quelque chose d'assez public. On va se dire qu'avec l'évolution des droits humains, avec une affirmation d'éthique, des réseaux sociaux et autres, les gens sont beaucoup plus enclins de s'exprimer et de parler de leur situation. Aucunement, ça ne pourrait être une question importée dans la mesure où même dans des villages, lorsqu'on va par exemple au deuil, dans des villages, on rencontre des personnes homosexuelles, des lieux où on ne trouve même pas de télévision. Oui, mais ils disent que c'est de nos jours qu'il y a ça. Oui, mais de nos jours. Avant, il n'y a pas. Mais pourquoi? Est-ce que ça se ferait de façon imaginaire? C'est-à-dire que c'est depuis que le blanc est arrivé en Afrique qu'il nous a apporté cette chose-là. Oui, mais moi je suis en train de prendre des exemples dans des villages enclavés où on ne retrouve pratiquement pas de télévision et où la radio, par exemple, est destinée uniquement soit au père, soit à la mère. Et lorsque ça passe, je parle des zones comme ça, reculées, où on retrouve des homosexuels, où parfois viennent des plaintes de stigmatisation que subissent certaines personnes là-bas. D'où viendrait l'importation à ce niveau?
Donc, ce que je dis, ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne saurait être de l'importation. Donc, vous balayez du revers de la main l'idée selon laquelle l'homosexualité ne participerait pas de notre culture. Je balaye ça absolument avec la plus ferme énergie dans la mesure où on va se rendre compte que, parlant même de l'homosexualité, lorsque on parle même de cette répression-là, certains pays, la répression même de l'homosexualité dans certains pays africains a été introduite par le colon aussi. Donc, du coup, vous ne pouvez pas nous parler d'une importation, d'une pratique, mais qui fait également l'objet initialement par ces mêmes colons. Et donc, il faut quand même dire que historiquement, il n'y a pas très longtemps, on parle de moins d'un siècle, en France par exemple, on exécutait les personnes soupçonnées d'homosexualité sur la place publique par empalement, vous imaginez, par empalement. Effectivement, donc il ne faudrait pas qu'on donne l'impression que la question de l'homosexualité n'a été une question houleuse qu'en Afrique. Elle était également une question, et elle est même toujours une question houleuse, même en Occident. Donc, tout le monde n'est toujours pas d'accord avec ça. Et comme on le dit, les réalités peuvent différer, mais ce qui est clair, c'est qu'ils ont pu évoluer par rapport à nous sur cette question-là. Et c'est ce qui, aujourd'hui, donne l'impression que ce sont des questions importées, que ce sont des questions géostratégiques, politiques et tout ce qui va avec. Oh que non. Il y a un autre argument qu'on avance très très souvent, c'est la question de Dieu. Oui. Dieu a créé l'homme, quelqu'un l'a dit dans le Vox Pop, il a dit l'homme ira vers une femme et les deux formeront une chair. Oui, il n'a jamais dit que l'homme ira vers l'homme. Oui, mais bon, il y a plusieurs autres arguments. Ce sont des arguments qui sont utilisés par la Bible. Mais j'aime bien dire ceci. J'aime bien dire que la Bible est là et les êtres humains sont également là. C'est-à-dire c'est-à-dire que moi, je ne vais pas, moi, personnellement, reposer sur, par exemple, une loi pour pouvoir acquiescer ou soutenir la souffrance que l'on inflige à un être humain. Vous comprenez que je ne suis pas en train de vouloir justifier cette Bible ou alors vouloir aller au-delà de cette Bible, tout simplement de dire qu'à un moment donné, nous faisons face à des individus qui ont besoin également de vivre, de s'épanouir, qui ont besoin d'être reconnus en tant qu'êtres humains et voir également leur statut être reconnu. Et donc, on ne saurait invoquer ou évoquer tout document, à mon avis, en tant que défenseur des droits humains ici, pour tolérer des abus et des violences des individus. Non. Donc, l'interprétation de la Bible, je la laisse aux religieux. Ce n'est pas à moi d'interpréter la Bible. Mais moi, en tant que celui-là qui défend les droits humains et l'individu, je dis, il n'est pas justifiable que l'on torture des individus, qu'on traite des individus comme des animaux, on leur méconnaît leurs conditions humaines, qu'on les chosifie ou qu'on les traite comme n'importe quoi, tout simplement parce qu'on a une Bible qui existe, tout simplement parce qu'on a une loi qui existe. Non, non. Donc vous comprenez donc du moment où je suis en train de parler, que je suis en train de dire, au-delà de tout, ce qui nous intéresse, c'est l'humain. Au-delà de son orientation sexuelle. J'ai dit au-delà de tout. Ça veut dire que je suis en face d'un ancien terroriste ou d'un bandit. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce qu'il est respecté dans sa dignité humaine? Est-ce qu'il est respecté en tant que personne humaine? Et donc, si je vois un brigand pris en flagrant délit de vol, alors qui se fait lyncher par les populations, moi en tant que défenseur des droits humains, moi en tant qu'humain, tout simplement, je ne tolérerai pas ça. Et c'est la même chose pour les personnes homosexuelles. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que je me refuse de commencer à prendre X ou Y documents et commencer à faire des interprétations qui, après moi-même, vont m'embrouiller. Donc, autre idée avancée pour parler de l'homosexualité comme d'une abomination, et là je mets les guillemets sur abomination, c'est que beaucoup, quand je préparais cette émission, j'ai discuté avec plein de gens et j'ai écouté pas mal d'arguments où les gens disent, mais attendez, même chez les animaux, il n'y a pas ça. Les animaux savent distinguer le mâle et la femelle. Là encore, je parlais toujours de la connaissance. Il faut faire des recherches. Il y a plus de 250 espèces animales qui sont homosexuelles. Vérifiez, il faut faire des recherches. Oui, là encore, il faut chercher. Et ce que je suis en train de dire, c'est que... Certains chercheurs disent même que chez les plantes, il y a des homosexuels. Ah, mais c'est ce que je suis en train de dire. Pour les animaux, c'est prouvé. On ne peut plus avoir ces arguments-là. On ne peut non plus avoir l'argument selon lequel, monsieur, dites-moi comment s'appelle l'homosexualité
en ma langue, c'est une foutaise. On ne peut plus utiliser ces arguments au XXIe siècle, ça ne se passe pas, encore moins en 2024. Tout simplement parce que si vous dites comment on appelle l'homosexualité en ma langue comme argument pour refouler la question, dites aussi comment on appelle avion en ma langue pour refouler l'avion et donc refuser tout visa qui vous serait accordé pour aller travailler en Europe ou ailleurs. C'est clair, parce que les questions, comme je suis en train de dire, au fur et à mesure qu'on évolue, la société évolue et nous devons comprendre que c'est mouvant. Donc aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous vêtir comme nous sommes. Nous avons la possibilité d'être dans cet espace, etc. C'est parce qu'à un moment donné, on se refuse de rester, de vivre comme, je ne sais pas moi, au temps de la création de l'homme par Dieu, non? Alors, d'un point de vue maintenant socio-anthropologique, je dirais, beaucoup pensent que les pratiques homosexuelles sont un canal ou alors une voie d'ascension sociale et c'est ça qui rebute un certain nombre de personnes parce que beaucoup pensent que la pratique de l'homosexualité participe de rites de type sectaire qui permettent à des gens d'avoir une ascension sociale. Vous avez aussi entendu ça? Oui, tout le temps. Oui. Fort heureusement, ça commence à changer. Parce que quand je dis ça commence à changer, ça veut dire que ce n'est plus avec la même intensité qu'on pouvait l'entendre il y a cela 5, 10 ans, 20 ans, etc. Donc aujourd'hui, je refute toujours, j'ai toujours refuté cela. Et je continue toujours de dire que je ne suis pas en train de parler de façon théorique comme quelqu'un qui n'était pas en contact avec les membres de cette communauté. Laissez-moi vous dire ou informer les téléspectateurs que la majeure partie des communautés homosexuelles qui souffrent et avec qui je travaille au quotidien sont les personnes qui vivent dans la précarité. Alors justement, je voulais vous poser cette question. C'est quoi les origines, quelles sont les extractions sociales des homosexuels que vous connaissez au Cameroun? C'est des gosses de riches, c'est des riches ou bien c'est qui? Parce que justement, il y a cette question-là qui revient. Beaucoup estiment qu'on soumet les gens à des pratiques homosexuelles comme condition pour accéder à un certain niveau dans la société. Et ça, c'est très, très répandu. La première des choses que je voulais dire et que je m'apprêtais à dire, c'est que la majeure partie de ces homosexuels-là, d'après, contrairement à ce que l'on pourrait penser, souffrent, sont dans la précarité, n'ont même pas d'argent pour se soigner, pour vivre, aller à l'hôpital et tout ce qui va avec. La preuve en est que dans nos organisations, ce qu'on fait, c'est le maximum possible pour les autonomiser. Et maintenant, par rapport au deuxième pan de la question, ces homosexuels existent partout, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Et justement, je parlais du cas Brenda pour faire comprendre que la fille du président n'est pas issue d'une famille pauvre. Non, à sa naissance, elle est née dans une famille présidentielle et cela, à tous les niveaux, on rencontre. Donc, l'homosexuel, c'est en réalité, ça peut être moi, ça peut être les téléspectateurs, ça peut être le cuisinier, ça peut être le conducteur de camion, ça peut être le directeur d'un hôpital, ça peut être, on les retrouve partout. Maintenant, ce qui donne l'impression que, en réalité, cette condition-là est faite, c'est que généralement, lorsque une personne assez fortunée déclare ses sentiments pour une personne qui ne l'est pas assez, et si il savait qu'elle tombe sur une personne qui n'est pas fortunée, c'est clair qu'automatiquement, puisque la personne ne comprenant pas la question, le phénomène d'orientation sexuelle, elle va tout de suite ipso facto mettre cela dans la question du conditionnement. Et l'autre chose aussi, l'autre chose qu'il faudrait qu'on comprenne, c'est que les conditions, ça existe. Hein. Ce que je veux dire, ça existe, ça veut dire qu'il est possible que le harcèlement sexuel existe. Partout, y compris chez les homosexuels. Y compris chez les homosexuels, que c'est hétérosexuel. Je ne suis pas en train de refuter le fait que ces propositions n'existeraient pas. Ça existe. La promotion canapé. La promotion canapé existe. Même chez les homosexuels. Et même chez les hétérosexuels, ça existe. Est-ce que nous n'avons pas des faits concrets d'actualité qui montrent des femmes qui sont parfois conditionnées sur le plan sexuel pour pouvoir avoir des ascensions sociales? On en connaît. On connaît également des femmes qui subissent des harcèlements sexuels au travail et partout. Et c'est la même chose lorsqu'il s'agit également des personnes homosexuelles qui subiraient des mêmes faits dans ces services. Donc, à mon avis, je pense que c'est, comme je le dis, tout simplement des arguments qu'on voudrait tout le temps utiliser pour pouvoir conforter sa position, c'est tout.
Est-ce que le discours un peu ésotérique qu'on entend autour de la question homosexuelle au Cameroun ne vient pas de cette fameuse liste des homosexuels camerounais qui a été publiée par certains médias au Cameroun il y a quelques années, liste des homosexuels vrai ou faux, hein. Moi, je ne suis pas là pour savoir ce qui était vrai, ce qui est faux, je n'ai pas le moyen de le savoir, mais en publiant cette liste, effectivement, on avait bien vu que c'était constitué essentiellement des membres du gouvernement, des grands DG de société, bref, des gens de la haute society. C'est-à-dire que, et du coup, cela fait penser aux gens que c'est l'homosexualité qui amenait les gens à atteindre ce niveau dans la société. Ça a dû vous savonner sérieusement la planche, hein, vous, défenseurs de cette cause ou alors des protecteurs de ces personnes, de ces minorités. Oui. Bien sûr, parce qu'avec la sortie, le top 50, bien évidemment, plusieurs personnes ont pensé à ça, même accentué d'ailleurs cette perception-là que les uns et les autres avaient de la question de l'homosexualité. Tout compte fait, il faudrait savoir que lorsqu'on parle, par exemple, de médias, lorsqu'on parle de tout ce qui entoure les médias, généralement, il faut faire sensation. Le sensationnel est bien. Et donc, on serait peut-être attendu que dans cette liste-là, qu'on ait également des personnes lambda qu'on mette à l'intérieur, mais quel aurait été l'effet, l'impact, vous voyez? Donc, c'était fait à dessein de pouvoir aller au gouvernement, citer une cinquantaine de personnes, mais si on se limitait pas là, est-ce qu'on devait juste avoir 50 personnes? Je pense que toutes les pages du journal n'allaient pas suffire pour pouvoir énumérer ces personnes. Aussi, comment fait-on pour avoir la preuve que ces personnes sont homosexuelles? Il n'est écrit nulle part sur le front de quelqu'un, homosexuel, bisexuel, hétérosexuel ou pas. Mais non, j'ai discuté avec une dame en préparant cette émission qui m'a dit que ça se voit. Ah non, mais à la manière de marcher, à la manière de faire. Ça ne saurait se voir, justement. Ce n'est pas suffisant. Ce sont des amalgames qu'on pourrait faire entre les notions d'orientation sexuelle, d'identité de genre, les notions de caractéristiques sexuelles, les notions alors, justement, dans la communauté homosexuelle, il y a un vocabulaire qui est assez abscon comme ça. On va revenir là-dessus. Donc, vous dites, on ne peut pas de visu comme ça déterminer que quelqu'un est homosexuel ou pas. C'est impossible. Donc, vous dites aux téléspectateurs ce soir que ce n'est pas parce que quelqu'un a un côté un peu efféminé, qu'il est forcément... Ou ce n'est non plus parce que quelqu'un est masculin, une fille qui est comme un il est un peu viril, un bon mâle comme moi, là, c'est pas forcément... Non, à un moment donné, nous avons même parlé des footballeuses, dans des chaînes des footballeuses, comme quoi toutes les footballeuses sont des lesbiennes et tout, mais c'est faux, tout simplement parce qu'elles joueraient premièrement au football, parce qu'elles seraient comme des musclés, hommes, solides et tout, comme des hommes, et pour déduire que ce sont des lesbiennes, mais c'est faux. Et ça relève, comme je l'ai dit, de l'amalgame, tout simplement, de l'amalgame. Et il faudrait que les uns et les autres comprennent bien ce que c'est qu'une orientation sexuelle, ce que c'est qu'une identité de genre, une expression de genre. Et on va revenir sur ces termes-là qui me semblent très, très intéressants pour la culture, hein, pour celui qui le veut bien. Alors, vous qui travaillez depuis très longtemps avec la communauté homosexuelle, est-ce qu'on peut estimer la population homosexuelle au Cameroun aujourd'hui? Bon, à peu près à combien? Bon, l'estimation, vous savez, on n'a pas fait d'études. C'est pour ça que vous parlez d'estimation, on n'a pas fait d'études. Et je ne voudrais pas me tromper. Mais ce qui est clair, c'est que je ne voudrais pas donner une estimation parce que je pourrais me tromper. Mais ce qui est clair, c'est que de plus en plus, on retrouve des homosexuels qui, même si ils ne s'affirment pas publiquement, tout de même s'expriment dans des lieux de travail, un peu partout. Et il faudrait que les Camerounais sachent que les homosexuels sont un peu partout. Là, ils sont nombreux. Nombreux. Et parfois même, parfois même insoupçonnables. Oui. Alors, et dans ceux qui sont communautarisés, ceux qui vivent en communauté, parce que les minorités en général vivent en communauté, hein, c'est une façon de se soutenir, de partager ses peines, ainsi de suite. Ceux qui sont communautarisés, là aussi, on peut avoir une estimation. Hein. Bon, là, par rapport à ceux qui sont communautarisés, ça, je pourrais aller à pratiquement 1 million, hein, 1 million 5. Oui.
Bon, quand je parle d'1 million, 1,5 million, ça c'est pour ceux qui sont inscrits dans les associations, qui viennent à des réunions, qui voilà, sont réguliers. Oui, réguliers. Uniquement ceux-là. On ne parle pas de ceux qui sont dans les quartiers, qui ne sont pas membres des communautés et tout ça. Oui, moi je parlerai d'1 million à 1,5 million. Tout simplement parce que nous avons tellement de flux. Voyez-vous, nous ne sommes pas aussi nombreux que ça. Et donc, on nous connaît pratiquement, nous, organisations de défense des droits humains, inclusifs. Et donc, lorsqu'il y a un souci, on nous saisit parfois de partout dans le Cameroun et même parfois même hors du Cameroun. Nous soumettre des situations de... Donc, ce n'est pas un phénomène simplement urbain de Yaoundé-Douala? Non, non, non. Ce n'est pas simplement un phénomène urbain. L'extrême nord, le nord, l'est, l'ouest, bref, les 10 régions sont en quelque sorte couvertes. Oui. Donc, toutes les régions du Cameroun sont concernées? Oui, toutes les régions du Cameroun sont concernées. C'est vrai que du point de vue logistique, il ne nous est pas possible de pouvoir aller de toucher dans des zones beaucoup plus enclavées, juste quelques zones, mais on couvre le Cameroun. Et qu'est-ce que vous faites avec ces gens-là? C'est quoi le travail que vous menez au quotidien auprès de la communauté LGBT camerounaise? Le premier travail, c'est de faciliter l'accès aux services publics, aussi bien de santé, de justice et tout ce qui va avec. Et donc, parlons spécifiquement de la question de l'accès à la santé. Est-ce que l'accès à la santé est difficile pour une personne LGBT? Oui, si vous êtes une personne de la communauté LGBT non expressive, ça peut passer. Quand je dis non expressive ou non expressif, ça peut passer. Voyez-vous, il y a des personnes de la communauté LGBT qui sont soit gays, soit bisexuels ou même transgenres, mais qui, a priori, ne peuvent pas subir des stigmatisations parce que facilement confondus dans la population générale. Donc là, ça peut passer. Maintenant, ça devient difficile pour ces personnes-là lorsqu'il va falloir parler d'un problème spécifique lié à leur sexualité. En ce moment, ça devient compliqué et l'accès devient difficile. Plusieurs refusent même d'aller vers les services de santé publique. D'autres, lorsqu'ils y vont, c'est parce qu'ils ont atteint un stade où ils n'ont pas le choix que de s'exprimer sur leur situation d'infection ou de maladie. Et donc voilà. Et de façon générale, nous avons les personnes transgenres, un peu comme Shakiro, pour que les gens comprennent, qui difficilement ont accès aux soins de santé. Nous avons également... C'est-à-dire qu'il y a des... Pour qu'on comprenne bien, il faut qu'on soit clair. C'est-à-dire qu'il y a des médecins qui refusent de prendre en charge quelqu'un comme Shakiro qui s'affiche très clairement. Nous avons un cas palpable. Moi, je ne parle pas juste parce que je veux faire sensation. Nous avons des cas. Le plus récent cas que nous avons eu, c'était il y a de cela 3 à 4 mois, d'un cas d'une personne transgenre, expressive, qui est allée pour faire des examens et qui a eu, pour la première fois, qui a eu son examen, au moment de récupérer ses résultats, la personne arrive, c'est un autre médecin qui l'accueille et le médecin veut refaire l'examen en disant « déshabille-toi ». Et ça à côté d'une collègue, « déshabille-toi parce qu'il faudrait qu'on refasse l'examen ». Tu es un homme ou tu es une femme? La femme transgenre dit, mais regardez vos documents que vous avez avec vous. Vous allez voir mes caractéristiques sexuelles. Et la femme dit, ok, attendez-moi un instant, elle revient. Elle avait déjà le reçu et les examens en main. Elle a remis l'argent. Elle a dit, tenez, voici votre argent et remettez-nous ce que vous avez en main. Elle a remis, elle a dit, partez. Sortez de mon hôpital. S'il vous plaît. Oui. Et elle est partie. Donc, pas d'examen pour cette personne. L'examen avait déjà été fait. Oui. Mais on a refusé de lui donner les résultats. C'était une autre personne. C'était un médecin. Et voilà ce qui s'est passé. Donc, voilà, c'est clair. Ça, je parle là des personnes transgenres expressives. Donc, qui vont arriver. Et maintenant, pour les autres personnes, lorsque la question de santé touche spécifiquement à une question d'infection sexuellement transmissible et tout, il est possible en ce moment-là que cela soit un véritable frein pour ces personnes-là ou que les prestataires de santé ne les accueillent pas ou du tout. L'évolution que nous pouvons apprécier ici, c'est le ministère de la Santé qui a, depuis un certain temps, compris que, par exemple, en matière de VIH-Sida, et c'est ce que je déplore parce que ce n'est que en matière de lutte contre le VIH-Sida. Or, les personnes de la communauté LGBT sont comme toutes les autres personnes qui ne souffrent pas que des questions d'infection VIH-Sida. Donc, il est question que, comme on a intégré ces
population, cette communauté, du moins quelques dans le plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida, qui les considère dorénavant comme population clé, c'est-à-dire comme les populations les plus exposées au VIH et donc qui font l'objet de priorités pour le ministère de la Santé publique, que l'on puisse également faire pareil pour les autres maladies, qu'il s'agisse du paludisme, qu'il s'agisse de la tuberculose, qu'il s'agisse de toutes les autres maladies, qu'on puisse également considérer que la question de la santé ne touche pas qu'un seul aspect. Et qu'on puisse aller dans ce sens. Donc, ça, c'est l'aspect qui est certainement à encourager et à apprécier. D'ailleurs, le ministère de la Santé est, à mon avis, le seul ministère, objectivement, qui travaille aujourd'hui avec les organisations à base communautaire qui touchent les cibles Men who have sex with men, les cibles transgenres, les cibles travailleuses de sexe, usagers de drogues injectables et personnes vivant avec le VIH. Alors, dites-moi, est-ce que vous connaissez, vous saviez qu'il existe un mouvement dénommé Debout contre la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun? Oui. Vous saviez? Oui, très bien. D'ailleurs, que ce mouvement, après la sortie de Brenda Bia, il y a quelques... Ah ben tiens, c'est justement de ça que je voulais vous parler. Ouais. Après le coming out de Brenda Bia, le président de cette association Debout contre la dépénalisation de l'homosexualité au Cameroun est très très énervé et il a décidé de porter plainte contre la fille de Paul Biya. Oui. Avec avocat à l'appui. Il fallait bien qu'il se sente... Il ne s'amuse pas. Il fallait bien qu'il se sente utile. Il s'appelle Patrice Christ Ngidjol et il explique les motivations de cette plainte au micro, une fois de plus, de Michel Imélé. Nous mettions du temps à voir si peut-être le pouvoir public pouvait, donc quand je parle de pouvoir public, je parle des magistrats ou des procureurs, pouvaient se saisir de l'affaire. Et nous n'avons rien vu. C'est pour ça que le mouvement qui est en charge de ce genre de combat, alors nous avons pris des choses en main. C'est de notre droit. Et le mouvement étant appelé debout contre la dépénalisation de l'homosexualité dans notre pays, du moment où il y a déjà ces faits, nous sommes en droit de réagir. Notre plainte ne regarde pas si elle est la fille du président. La plainte auquel nous adressons à une Camerounaise qui enfreint à la loi camerounaise. La loi est applicable à tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. C'est une Camerounaise, comme tout le reste. Et cette personne mérite d'être jugée et punie sévèrement. Je dis bien sévèrement, pour montrer l'exemple aux autres. Parce que lorsque elle se place, le président Paul Biya condamne l'homosexualité. Et c'est sa fille qui veut être l'ambassadrice. Mais cette femme ou cette fille n'a jamais aimé sa famille. Si Brenda Bia dit qu'elle aime les Camerounais et qu'elle veut faire entendre sa voix, qu'elle revienne au Cameroun et qu'elle se mette à genoux devant les Camerounais. À l'aéroport, même avant même de mettre ses pieds sur le sol camerounais, étant encore sur les escaliers de l'avion, qu'elle demande des excuses aux Camerounais. Et là, nous, si elle le fait, franchement, c'est une Camerounaise comme tout le monde. Nous, on va retirer notre plainte. Mais si elle ne le fait pas, même après le départ du président Paul Biya, on veillera à ce que cette plainte, c'est une infraction. Et elle est punissable pour 5 ans. Donc, ce qui veut dire que même après, on peut renouveler cette plainte. Criminaliser l'homosexualité au Cameroun, c'est une violation des droits humains. Mais il faut comprendre que c'est une minorité de personnes tapis dans l'ombre que généralement nous avons appelé, en particulier ce jargon, c'est moi. Ce sont, on a dit, la dernière fois j'ai publié ça en disant que un homosexuel est égal à un vampire. Je pèse bien mes mots et je le dis ouvertement. Un homosexuel, il est difficile que vous le voyez en plein jour.
La plupart des homosexuels sont des gens qui passent que dans la nuit. À partir de 22h, c'est là où son 6h commence. Donc vous voyez donc à partir de ce niveau, les homosexuels sont des vampires. Et c'est une minorité de vampires qui veulent aussi avoir la lumière du jour. Et pour avoir la lumière du jour au Cameroun, ils veulent qu'on dépénalise l'homosexualité. Et ça ne va pas arriver. Ceux qui le disent, ce sont des personnes qui n'ont encore rien compris. Mais c'est Sodome et Gomorrhe. C'est Sodome et Gomorrhe. Si aujourd'hui on dépénalise l'homosexualité, je vous le dis sincèrement, il n'y aura plus vie au Cameroun. Il n'y aura plus vie. Vous voyez seulement que le fait qu'il n'y ait même pas d'abord cela, qu'on n'a pas que l'article 347 condamnant encore cette chose, c'est d'abord comme ça. Combien de fois donc maintenant qu'on dépénalise cela? Imaginez ce qui va se passer. Voilà, mesdames et messieurs, retour dans ce studio. Alors, vous avez écouté monsieur Nguidjol qui vient de déposer une violente plainte contre la fille du président Paul Biya pour pratique d'homosexualité. Alors, comment réagissez-vous à cette plainte? Ça ne va pas prospérer. Pourquoi? Il y a une base légale à cette affaire-là, hein? Article 347.1 du Code pénal camerounais qui dit, je cite cet article qui dispose, est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans et d'une amende de 20 000 à 200 000 francs, toute personne qui a des rapports sexuels avec une personne de son sexe. C'est clair, hein? Donc la base légale, elle est là. Oui. Et pourquoi elle ne va pas prospérer? En réalité. Parce que c'est la fille de l'autre? Non, pas pour ça. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on ne porte pas plainte parce qu'on veut porter plainte. Ou parce qu'on veut faire l'intéressant. Voyez-vous, lorsque on parle d'incrimination, il faudrait bien qu'on vérifie tous les faits. Et qu'on essaie de vérifier également certains éléments qui entrent dans la procédure pénale. C'est un principe clé. Oui. C'est assez clair. Et donc, ici, il y a généralement le principe, 3 éléments. Le principe de la légalité. Oui. Ça veut dire qu'il faudrait que... C'est là, l'article voilà, c'est là. là, l'article est là. L'élément matériel. L'élément matériel. On a vu les vidéos. Les vidéos, vous avez vu les vidéos, oui. Certainement. L'élément intentionnel, vous avez certainement dit à l'intention. Maintenant, je reviens au niveau de l'élément matériel. Oui. Alors, vous dites que il y a l'élément matériel. Mais la matérialité, ici, est parfois limitée par des questions de territorialité. Ça, c'est un élément qu'il faudrait qu'on prenne en compte. Ce n'est pas parce que c'est la fille du président que l'on devrait tout simplement se dire, bon voilà, c'est ça. Le pays où se trouve aujourd'hui Brenda Biya n'a aucun problème avec les homosexuels. Voilà. Donc, il faudrait déjà... En Suisse. Voilà. Donc, il faudrait déjà que l'on vérifie déjà où ce fait, où les actes, où l'acte a été posé. C'est en Suisse. Alors, justement, on ne va pas faire le procès. Attendons que le procès commence. On ne fera pas le procès. Oui, voilà. oui, c'est très intéressant. Alors, dites-moi, au regard de la loi, vous êtes juriste, vous avez énormément travaillé sur cette question. Au-delà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un vient sur la place publique et dit « je suis homosexuel », est-ce qu'il tombe sur le coup de l'article 347.1? Pas forcément. Je dis bien non. Non, l'article 347.1 est clair. Est puni d'un emprisonnement de 6 mois à 5 ans, amende 20 000 à 200 000, toute personne qui entretient des rapports sexuels avec une personne de son sexe. Donc, tant qu'on n'a pas vu le rapport sexuel, il n'y a pas infraction. Il peut arriver qu'on n'ait pas vu le rapport sexuel, mais qu'il y ait d'autres éléments tels que l'aveu. Mais cette fois-là, l'aveu circonstancié, parce qu'il y a l'aveu simple. L'aveu circonstancié est cet aveu-là qui est accompagné d'éléments de preuve. Je viens vous dire, oui, j'ai tué... Quel aveu? Qu'on a eu une relation. Oui. Mais pas l'aveu qu'on est homosexuel. Voilà. L'aveu qu'on a eu une relation. Mais pas l'aveu qu'on est homosexuel. C'est vrai que dire je suis homosexuel peut attirer l'attention des autorités. Mais vous ne pouvez aucunement condamner une personne tout simplement parce que la personne est homosexuelle. Alors, l'acte sexuel, par définition, c'est quelque chose de privé. C'est-à-dire qu'il se fait entre 4 murs. C'est vrai, c'est la raison. On prouve l'acte homosexuel, justement, vous qui avez l'habitude d'assister les personnes qui ont été interpellées, incarcérées pour pratique d'homosexualité là, l'élément matériel, c'est quoi en général pour les garder? C'est qu'on les a surpris en train de le faire
ou bien je veux comprendre quoi. Oui, le flagrant délit. Parce que la sexualité, qu'elle soit homo ou hétéro, est par définition privée, c'est-à-dire dans une chambre ou bien dans un lieu clos. Là, c'est la question de savoir à quel moment y a-t-il rapport sexuel. Oui. Puisque c'est les rapports sexuels qui sont réprimés. Et qu'est-ce qu'un rapport sexuel? D'ailleurs, par rapport à ça, il y a un vide dans notre loi. Ce qui donne lieu justement à des condamnations abusives, à des condamnations, vous voyez, qui ne devraient même pas arriver. Et donc, nous, ce qu'on met dans rapport sexuel, c'est tout simplement tout ce qui est fait pour pouvoir atteindre le meilleur plaisir ou tirer le meilleur plaisir de la relation qu'on a avec une personne. Et donc, le rapport sexuel peut être simplement le fait même de s'embrasser. Ça peut être pas forcément qu'il y ait pénétration. Ça peut être le fait de pouvoir, à un moment donné, faire des partouses. Ou alors, il y a tellement de choses. C'est pour ça qu'on parle de cercle de sexualité. La sexualité pour la sensualité qui voudrait que lorsque vous avez quelqu'un en face de vous, que la personne, par exemple, tout simplement vous fasse du striptease et que vous tiriez votre meilleure partie de la sexualité, de votre sexualité. Mais ce que je suis en train de dire, voilà, mais c'est vrai. Mais ce que je suis en train de dire, concrètement, c'est que tant que cela n'a pas été précisé par la loi camerounaise, les condamnations qui vont se faire vont tout le temps dépendre de la seule interprétation du juge. Et ça peut donner lieu à des abus. Donc, il est donc temps que le législateur camerounais, s'il veut maintenir cette loi, que je ne voudrais pas, cet article, ou ces articles que je suggère véritablement qu'on supprime, il faudrait qu'on précise cela pour éviter des abus. Ça, c'est Oui. Alors, et justement, pardon de vous couper, mais dans les arguments qu'avancent les défenseurs des droits humains comme vous et qui sont tournés spécifiquement sur la communauté LGBT ou alors les minorités sexuelles, c'est qu'on avance le fait que cette disposition du Code pénal serait contraire à un certain nombre d'engagements internationaux du Cameroun en matière de droits de l'homme, des textes qui ont été ratifiés. C'est vrai. C'est vrai que vous êtes internationaliste, expliquez-nous ça. Oui, c'est contraire. Oui. C'est contraire. C'est vrai que plusieurs personnes généralement soulèvent ou évoquent le fait que sur le plan international, est-ce qu'on peut nous citer dans des documents ratifiés par le Cameroun une seule disposition qui parle d'homosexualité ou alors une seule disposition qui reconnaît l'homosexualité. Eh bien, on ne pourrait pas. Vous voyez? Mais ce qui est clair, c'est que nous avons tout de même des notions qui sont, ou alors des expressions et notions qui sont utilisées dans des textes internationaux qui ne font pas l'objet d'ambiguïté lorsqu'on les utilise. Par exemple, lorsqu'on va au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, une disposition, c'est la disposition justement qui va à l'encontre, qui protège non seulement la vie, également parle de discrimination, de toute autre forme de discrimination. On comprend que lorsqu'on met on dit toute autre forme de discrimination. C'est là-dedans que vous mettez les homosexuels. Tout à fait. En réalité, il y en a qui vont vous dire, mais qu'est-ce que vous mettez dans toute autre forme de discrimination? Mais c'est assez clair. Est-ce qu'on devrait encore aller à l'école pour ça? Lorsqu'on dit toute autre forme de discrimination. Et lorsque donc discrimination sur la base du genre, la base du sexe, la base de son ethnie. C'est clair. Qu'est-ce qu'on veut mettre là-dedans? Il y a même, lorsqu'on va plus loin encore, les organes de traité. Parce que là encore, on pouvait se dire, mais qu'est-ce que ça signifie toute autre discrimination, puisqu'on n'a même pas eu en réalité ce que ça signifiait. L'organe des traités ou les organes des traités ont eu à préciser ce qu'ils mettaient là-dedans, en précisant que par toute autre discrimination, on entendait ici inclure tout aussi les personnes de la communauté LGBT. Tout comme les organes des traités qui sont là pour la préservation de la Convention contre la torture ont également précisé que le fait, par exemple, d'effectuer des anoscopies sur des personnes de la communauté est constitutif de torture. Donc voilà, en réalité, c'est de dire qu'il y a cette notion qui parle de non-discrimination, de toute autre forme de discrimination, parce qu'on parle de discrimination fondée sur le sexe, de discrimination fondée sur la race, etc., en mettant et toute autre forme de discrimination. Alors vous voyez que là, il n'y a pas, à mon avis, il n'y a pas d'ambiguïté. C'est clair.
Du moment où vous refusez à une personne d'avoir accès au service de justice parce que c'est une personne homosexuelle, il y a discrimination. Du moment où vous refusez à une personne de la communauté LGBT de pouvoir tout aussi se marier parce qu'elle est de la communauté LGBT, c'est une discrimination. C'est une discrimination. Du moment où vous refusez à une personne de pouvoir aussi, du point de vue de l'accès aux soins de santé, d'avoir accès aux soins de santé, c'est une discrimination. Oui. Donc, c'est de dire concrètement que lorsqu'on parle de toute autre forme de discrimination, il ne faudrait pas qu'on vienne ici nous dire que aucunement il relève aux États de choisir qu'est-ce qu'ils mettent dedans ou pas. D'autant plus qu'il y a déjà une signification donnée par les organes de traité là-dessus. Et vous l'avez dit tout à l'heure, vous militez pour que l'article 347.1 qui condamne la pratique de l'homosexualité au Cameroun soit purement et simplement supprimé. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de courage parce que vous trouverez en face de vous Chris Ngidjol et pas mal d'autres personnes qui sont très nerveux sur cette question. Je vous prierai également de souhaiter bon courage également à ces Chris et autres, parce qu'ils me trouveront également sur leur chemin, monsieur. Tout simplement pourquoi? Parce que la question des droits humains, plus que jamais, se pose avec acuité dans des pays comme le Cameroun. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui se lever sous prétexte qu'on est trop défenseur des valeurs coutumières africaines pour causer du tort, animaliser, déshumaniser les gens, ou refuser que les gens puissent avoir du travail, puissent avoir accès à l'éducation, refuser que des gens puissent également vivre heureux, sans porter atteinte à l'intégrité ou alors aux droits des autres. Et donc, ils me trouveront aussi sur leur chemin. Et je n'ai pas peur de le dire. Aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'on fasse l'objet, qu'on dise qu'on se prétend héros, tout simplement en mettant en avant la question de l'homosexualité. Comme j'ai l'habitude de le dire, chers Camerounais, chers frères, dites-vous bien que l'homosexualité, tout comme l'hétérosexualité, n'est pas une valeur. À mon avis, ce qui fait la valeur d'un être humain, c'est le fait qu'il puisse contribuer lui-même personnellement à son propre développement, à celui de sa famille et du pays tout entier. Alors si vous êtes chez vous aujourd'hui et que votre seul sujet de préoccupation, c'est la vie privée des gens, comment est-ce que les gens font l'amour dans les chambres, sachez que vous devrez vous remettre en question. Moi, voilà ce que je dis. Oui. C'est par là que c'est ce sur quoi les Camerounais aujourd'hui doivent le plus avoir de l'attention, sur quel est leur rapport dans le développement et comment est-ce qu'ensemble nous faisons pour pouvoir atteindre les objectifs de développement qui sont fixés dans la stratégie nationale de développement 2030. C'est tout. Voilà ma posture. Et laisser les gens faire leurs choses tranquilles. Laisser les gens faire leurs choses tranquilles tant que le principe de proportionnalité est respecté. Un principe phare en droits humains, c'est que ta liberté s'arrête où commence celle de l'autre. Par conséquent, la jouissance de tes droits humains ne doit pas empêcher l'autre de pouvoir jouir de leurs droits humains. Vous ne pouvez pas prétendre jouir de votre sexualité et empêcher les autres de jouir de la leur. Bon, alors, la plainte de M. Ngidjol participe quand même de l'homophobie ambiante au Cameroun. Et ça m'amène à vous demander, vous qui côtoyer la communauté LGBT, comment les LGBT vivent leurs amours dans un environnement aussi hostile? Ils ne vivent aucun amour. Ils ne vivent aucun amour. Ils font comment? Qu'est-ce qu'ils vont vivre au Cameroun? Quel amour est-ce qu'on vit au Cameroun lorsqu'on est de la communauté LGBT? Aucun amour. Par conséquent, qu'est-ce qu'ils font? C'est un amour ils se font violence. De ghetto. C'est-à-dire qu'on a ghettoisé un peu. Ils se font violence. Oui. Ils se font violence. Dans les églises, ils sont nombreux à aller se convaincre qu'ils ne sont pas de cette communauté. Dans des foyers, ils sont nombreux à se marier chaque jour pour prouver à leurs frères, leurs familles qu'ils ne sont pas... Et à la société. Et à la société entière qu'ils sont conformes. Et vous savez qui souffrent? C'est les pauvres enfants des gens. Parce que vous avez vu, vous, des personnes qui vont aller se marier avec les pauvres femmes, les filles d'autrui, les enfants d'autrui, pour convaincre la société qu'ils sont comme ça. Et après, on parle de violence conjugale, de dislocation familiale, d'abandon de foyer, sans comprendre la véritable cause, sans même avoir à songer au fait que peut-être c'est la question de la répression de l'homosexualité et toute la violence qui est autour
qui en sont les véritables causes. C'est un peu ce que le chercheur Charles Guébogo, l'un des meilleurs spécialistes de la question de l'homosexualité au Cameroun, appelle la stratégie de camouflage, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire qu'un type, il s'affiche avec plein de filles, alors qu'en réalité, il est ce que nous on appelait un rythmeur. Oui. Et là encore, vous allez vous rendre compte que nous avons des personnes qui, sur le plan pratique, concret, vont prendre des risques. C'est-à-dire? Donc, comment est-ce qu'ils vivent leur sexualité? Je vous disais, ils ne vivent pas leur sexualité. Donc, chaque jour est un risque. Chaque jour est un risque. Alors, ils vivent dans la peur. La peur, la répression. La peur que leur rétention soit découverte. À l'école, ils ne peuvent pas faire tranquillement leurs études. Parce qu'ils ont peur à un moment donné que l'on découvre peut-être leur façon d'être, etc. Et donc, sur le terrain, ils prennent des risques. D'autres vont entretenir parfois des rapports sexuels non protégés, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la possibilité de suivre des canaux normaux pour se procurer des kits de protection. D'autres vont arriver même à un moment donné à harceler ou se faire harceler. Tout ça, ça saurait être de l'amour. Parce que l'amour ne blesse pas. L'amour ne fait pas mal. C'est une souffrance. C'est une souffrance atroce. Je vous le dis. Que la société impose. Inflige. C'est mieux d'utiliser le mot inflige aux membres de la communauté LGBT. Et cela a des répercussions au niveau général, structurel, du développement. Parce que plusieurs personnes, je le disais encore sur un plateau, n'arrivent pas à contribuer au développement de leur pays, tout simplement à cause de ces questions. Il y a la fuite des cerveaux. Et parmi ces fuites de cerveau, nous avons plusieurs membres de la communauté LGBT. Il y a également le fait que plusieurs personnes ayant des compétences, des connaissances, sont obligées parfois à un moment donné de fuir parce qu'on aurait découvert ou ils ont peur des représailles par rapport à leurs orientations sexuelles, de partir se développer ailleurs et développer d'autres nations pendant que notre nation est là. Quand on parle d'un Cameroun uni, d'une nation, ça suppose qu'on fait avec tous ces enfants et qu'on évite d'exclure toutes ces personnes qui voudraient contribuer au développement du pays. Et parmi ces personnes, les personnes MSG, minorités sexuelles de genre, ne sont pas des moindres. C'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'à ce jour, il existe au Cameroun des gens en prison en ce moment pour homosexualité? Ça existe? Oui, ça existe. Nous sommes en juillet 2024 et vous confirmez qu'il y a des gens en prison pour homosexualité. Bien sûr qu'il y a des gens en prison pour homosexualité. Je ne vais pas risquer de donner un chiffre. Parce qu'il y en a qui ont parlé de 30. Il y en a parce que je vais vous dire, la réalité est telle que pratiquement chaque semaine, on assiste à des violences, à des arrestations arbitraires et autres des membres de ces communautés, à des intimidations, des harcèlements et autres, des abus et autres, on assiste. Mais le fait est que dans le monitoring, qui est l'observation et le reporting, nous n'avons toujours pas toutes les données. Nous n'avons toujours pas toutes les données. Il y en a qui souffrent de ces arrestations-là dans certains coins, mais parfois l'information ne nous arrive pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas connaissance de la CAMFET ou d'une autre organisation qui pourrait les soutenir, et donc souffrent de cette condamnation-là sans que les gens ne soient au courant. Et donc, moi, je ne pourrais pas dire le nombre, mais je pourrais estimer, en se disant qu'aujourd'hui, nous, au niveau de la CAMFED, nous avons déjà connu depuis 2 ans, pratiquement 10 cas d'arrestation et de conflit avec la loi concernant ces personnes-là. Est-ce que ce n'est pas également une faiblesse de votre part en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme? Vous ne menez pas assez de sensibilisation vis-à-vis des autorités policières, judiciaires, ainsi de suite, sur le fait que ces gens-là méritent que leurs droits en tant qu'humains soient protégés? Si, nous menons tellement de sensibilisation. Est-ce que le message passe? Le message passe, il passe, le message passe. Peut-être pas avec la même vitesse que nous aurons souhaité, mais le message passe. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, je parle de 10, il y a 2 ans. Mais avant 2 ans, on comptait plus de 20
30, 50 arrestations. Je pense encore au 53, au cas de 53 de Colibri à Bafoussam, où on a arrêté 53 personnes soupçonnées d'être homosexuelles et qui ont failli justement être condamnées pour cela. Donc je parle de ces cas-là. Il y a tellement de cas comme ça avant 2 ans qui ont été que le Cameroun a connus. Oui. Voilà. Donc alors, tout à l'heure, vous parliez des abus que les homosexuels font face et vous parliez, par exemple, de l'accès aux soins de santé qui est rendu très, très difficile du fait d'une certaine discrimination. Alors, au-delà de ces problèmes liés à la santé, quels sont les autres problèmes auxquels la communauté LGBT au Cameroun fait face? J'aimerais avant cela, parce que je n'avais pas fini mon propos concernant le travail avec les autorités, c'est de dire qu'aujourd'hui, avec la sensibilisation, nous avons tellement de personnes qui comprennent. Nous avons aussi le fait que nous avons s'il y a certains dirigeants ou décideurs qui comprennent, ce n'est toujours pas le cas de certains opérationnels. Lorsqu'on parle par exemple des prestataires de santé qui discriminent, ce n'est pas faute de sensibilisation même par le ministère de la Santé, ce n'est pas faute de sensibilisation même par nous. Lorsqu'on parle, par exemple, de certaines forces de maintien de l'ordre qui le font, il y en a aussi il y a certains qui sont sensibilisés, mais le fait est que le travail est tellement énorme que sur 100, nous sommes à pratiquement 30 de sensibiliser. Qu'en est-il des autres? Vous voyez que il y a encore tellement de travail à faire. Oui. La preuve en est que nous nous reposons parfois sur certaines personnes avec qui nous travaillons dans le sens du respect des droits humains. Bien sûr, avec le principe chez eux que si la personne est en infraction, selon le 347, la procédure va se suivre. Et donc, s'il y a une question véritable de violation des droits humains dirigée vers ces personnes, ces autorités-là, généralement, n'hésitent pas à nous aider. Oui. Pour ceux de quelques qui ont été sensibilisés et qui comprennent le véritable sens des droits humains. Alors, revenons maintenant sur les autres formes de violence auxquelles les LGBT font face au Cameroun. En dehors des discriminations sur la santé, vous en avez déjà parlé, oui. Très bien. Donc, les personnes homosexuelles au Cameroun ont des discriminations beaucoup plus sur non seulement leur faciès, et donc il est possible qu'ici, même au niveau scolaire, ces personnes soient discriminées. Donc, il y a des discriminations dans des lieux de travail aussi. Oui. Et quand je parle des lieux de travail, il y a parfois des renvois abusifs. Et il y a parfois également le fait qu'on refuse à certaines personnes de pouvoir travailler ou de bénéficier d'un travail tout simplement parce qu'elles seraient émasculées, seraient trop efféminées au goût de la maison et ce qui va avec. Il y a d'autres également qui n'arrivent pas aussi à un moment donné à pouvoir fonder une famille. Une famille, quand je parle de fonder une famille, c'est de véritablement se mettre avec qui est-ce qu'ils veulent et pouvoir également soit adopter un enfant. Vous savez, c'est interdit d'ailleurs. La loi sur la procréation médicalement assistée est claire. Lorsque vous lisez l'article 11 alinéa 3, cette loi-là ne bénéficie qu'aux couples. Aux couples et aux personnes, aux concubins dont la communauté a été vérifiée. Et la loi également précise que, parlant de couple, ici, il s'agit d'un homme et d'une femme. Donc là aussi, ce n'est pas possible. Donc, de façon générale, pour aller de façon précise sur les violences subies, on a aussi le fait qu'elles n'arrivent pas véritablement à avoir accès aux soins, aux services de justice. Oui. Il y a plusieurs conseils aux avocats qui se refusent carrément de défendre les homosexuels. Connaître d'une cause dans laquelle est impliquée une personne homosexuelle. Il y a également le fait qu'au-delà de ça, nous avons plusieurs membres de cette communauté-là qui n'arrivent même pas à pouvoir s'exprimer, la liberté d'expression, pouvoir s'exprimer au sein des familles. Elles sont donc victimes de rejets familiaux, parfois même lorsqu'elles sont mineures. Et donc, nous avons plusieurs membres de la communauté LGBT qui sont victimes de rejets familiaux et donc qui sont abandonnés à eux-mêmes avec rupture d'assistance, qu'il s'agit d'assistance économique, qu'il s'agit d'assistance en termes de logement et tout ce qui va avec. Et nous, à notre niveau, ce qu'on fait, c'est de voir comment on fait pour les accompagner dans cette phase de transition-là. Plusieurs autres personnes de cette communauté-là sur le plan pratique
subissent des agressions quotidiennes, soit verbales, soit physiques et verbales, lorsque, par exemple, elles passent la rue et ne sont pas stables parce que parfois dans les quartiers, elles sont obligées de déménager à chaque fois qu'un incident se produit. Nous avons tout le temps ce genre de cas. Alors j'ai vu que dans un des rapports, les multiples rapports que vous produisez sur la situation de l'homosexualité au Cameroun, il y a également des discriminations au logement, y compris pour les associations. Tout à fait, tout à fait. Même des associations subissent. Il faudrait aussi dire que la déclaration du défenseur des droits humains de 1998, par là, précise qu'un défenseur des droits de l'homme soit un individu, un groupe ou une association. Donc, il faudrait aussi dire que ici, les associations subissent tellement de violence, de vandalisme. Nous avons depuis pratiquement sur 50... sur près de 38 organisations que comporte la plateforme Unity, qui est une plateforme qui regorge des organisations qui militent pour les droits humains en général, sans discrimination. Sur les 39, plus de 20 associations vandalisées, plus de 20 membres de ces associations ont également attaqués physiquement, des documents détruits, des caméras enlevées, tout ce qui va avec. On a même eu le cas d'un conseil, d'un de nos conseils, qui a vu son cabinet d'avocat être vandalisé, aussi parce que le conseil défend les membres de la communauté LGBT, alors que c'est tout simplement la défense de leurs droits. Alors, tout à l'heure, je parlais des expressions assez absconses quand même lorsqu'on parle de l'homosexualité. On va revenir très rapidement, on va bientôt mettre un terme à cette émission, on va revenir sur un certain nombre d'expressions juste pour notre propre culture et celle des auditeurs qui le souhaitent. Alors, l'identité de genre, ça veut dire quoi? L'identité de genre, c'est le genre auquel on s'identifie. Vous savez, lorsqu'on a été à l'école au primaire, on nous disait il y a deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Ça a changé. Et c'est ce qu'on nous disait en tout cas. Voilà, oui. Ouais, donc on disait il y a deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Et ce qu'on met dans le genre, c'est en fait tous les caractéristiques, les rôles, les comportements que la société assigne à un sexe. Oui. Ça veut dire que si vous êtes un homme, par exemple, vous devez vous vestir en veste, vous devez vous vêtir d'une certaine façon en veste et tout, vous devez avoir une certaine façon de vous comporter. Si vous êtes un homme, vous devez rationner, vous devez travailler pour nourrir les enfants et tout ce qui va avec. Vous voyez un peu, c'est ça qu'on appelle le genre en réalité. Il y a donc un genre particulier féminin et un genre particulier masculin. Sauf que à côté de la notion de genre, il y a ce qu'on appelle la notion d'identité de genre. C'est cette fois-là qui prend en compte le ressenti profond d'une personne, l'identité ou l'identification d'une personne à un genre particulier. Ça veut dire que lorsque vous naissez et que vous avez déjà atteint un certain âge, vous vous identifiez soit au genre masculin, soit au genre féminin ou à aucun des genres. C'est ce qu'on appelle l'identité de genre. C'est donc le genre auquel on s'identifie. Il arrive donc que des personnes naissent et s'identifient au genre auquel la société les assigne ou au genre que la société leur attribue. Ce sont des personnes cisgenres. Donc les cisgenres, c'est le contraire de transgenre. Par contre, il y a des personnes donc qui naissent et vont s'identifier au genre opposé. Ça veut dire je suis né garçon, entre guillemets, avec un pénis, tout ce qui va avec, les caractéristiques masculines, mais je me sens femme. C'est le cas de Shakiro, c'est le cas de plusieurs autres femmes. Naomi, elles sont nombreuses. Béatrice, elles sont nombreuses à être des femmes transgenres. Et donc, elles s'identifient au genre opposé, à ce que la société leur a assigné, ce sont des transgenres. Donc, on comprend donc que... Alors, genre, pas la société, c'est la société qui attribue. C'est la société qui attribue tout simplement parce que quand vous naissez, M. Jean-Bruno Tanier, quand vous naissez et que vous avez un pénis, votre sort est tracé. Vous êtes dans un box déjà déterminé. Donc, ça ne dépend pas de vous. Alors, lorsque vous naissez avec un sexe masculin, on va vous donner le nom de Jean-Bruno. Oui. Pas de, pas de Marguerite. On ne va pas m'appeler Micheline quand même. Voilà. Mais pourquoi? Parce que vous avez déjà un pénis et donc vous naissez. Ce n'est pas votre volonté qui compte. Quand vous naissez, la société a établi des normes qu'on appelle des normes sociales liées au genre. Et donc, quand vous naissez avec un pénis, vous vous conformez
Et il arrive donc que votre identité de genre, c'est-à-dire que vous ne vous identifiez pas à cela. Et si vous ne le faites pas et que vous identifiez plutôt aux gens opposés, à ce que vous êtes venu trouver, qui devrait en principe, selon la société, correspondre à votre sexe, on dit que vous êtes transgenre. Et maintenant, il y en a qui ne s'identifient à aucun, ce sont des agenres. Maintenant, il y a l'expression de genre. L'expression de genre, c'est tout simplement le genre que vous exprimez au quotidien, qui n'a forcément rien à voir avec votre identité de genre. Voyez-vous, je suis là. Vous me voyez, je suis en veste. Si je vous dis Jean-Bruno Tagne, je suis de quel sexe? Vous dites quoi? Masculin. Pourquoi? Si je ne parle pas, supposons que vous êtes venu, vous n'avez pas, je ne parle pas, je suis là. Vous vous basez sur quoi pour le dire? Votre tenue et tout, la tête que vous avez. Exactement, c'est l'expression de genre. Ça veut dire c'est le genre que je dégage quand vous me voyez. C'est le genre que j'exprime quand vous me voyez. Donc, quand je vous vois, vous êtes de genre masculin. Par rapport à ce que vous exprimez. Vous voyez ça? Et donc, il y a plusieurs personnes transgenres qui ne s'expriment pas selon le genre. Ça veut dire il y a des personnes transgenres, c'est-à-dire des personnes de sexe masculin qui s'identifient au genre féminin, mais vous ne saurez jamais que ce sont des transgenres parce qu'elles n'expriment pas cela. Oui. Alors, si elle ne vous le dit pas, vous aurez de la peine à le savoir. C'est la raison pour laquelle je le disais tantôt, au départ. Plusieurs personnes vont voir des footballeuses qui sont émasculées et autres, qui s'habillent comme des hommes et tout, et les taxer de lesbiennes. En réalité, ce qu'ils disent, pourquoi les taxent de lesbiennes? Parce qu'ils se sont basés sur l'expression de genre de la personne pour le faire. Tout comme il y a des personnes que vous allez voir qui sont ambiguës. Ça veut dire que vous ne pouvez pas les classifier. C'est en même temps homme, c'est en même temps femme. Vous voyez? Vous n'arrivez pas à voir. Vous voyez un peu? Là, c'est ambigu. Vous ne parvenez pas à bien cerner. Alors, tout ça, c'est naturel ou alors c'est une fantaisie? Non, ce n'est pas une fantaisie. Ce n'est pas une fantaisie. Ce sont des questions de... Comment dire ça? C'est le ressenti. Ça veut dire je me sens bien dans cette veste. Vous allez vous rencontrer des personnes dans la rue qui vous diront ceci, qui vous diront je ne porterai jamais la veste. Ça, je n'aime pas la veste. Je n'aime pas ça. Donc, c'est une question de ressenti. Est-ce que je me sens bien dans ce que je porte? Est-ce que je me sens bien comme ci, comme ça? Il y a des personnes dont transgenres qui vont se sentir bien forcément dans une expression de genre masculin et non féminin. Alors, aujourd'hui, on parle de LGBTIQ+. Oui. Alors, L, on sait, lesbienne. G, gay, c'est bon, on comprend. B, bi, donc au Cameroun, on dit bilingue. T, à partir de T, ça commence à se compliquer un peu. Transgenre, oui, trans, vous avez expliqué. Bon, c'est I. I, c'est quelle qualité? Intersexe. Intersexe, oui. C'est-à-dire? J'aimerais d'abord dire que dans cette expression LGBTIQ, il y a en même temps la notion d'orientation sexuelle, la notion d'identité de genre et la notion de caractéristiques sexuelles. Oui, très bien. Dans la notion d'orientation sexuelle, c'est l'attirance sexuelle, physique, émotionnelle qu'on a pour une personne, soit de son sexe, alors on est soit gay ou lesbienne, soit du sexe opposé, alors on est hétérosexuel, soit des deux, alors on est bisexuel, soit d'aucun, on est asexuel. Ça, c'est l'orientation. Donc, L, G, B, c'est les orientations sexuelles. L'orientation sexuelle. Maintenant, tombons sur T. Oui, vous l'avez déjà expliqué. C'est le genre et donc l'identité de genre. I. Maintenant, I, c'est caractéristiques I, c'est quoi? sexuelles. Ça entre dans la notion de caractéristiques sexuelles. Non, I, ça veut dire intersexe. Ou intersexué, si vous voulez. Ça veut dire quoi, les intersexes sont des personnes qui présentent une ambiguïté au niveau de leurs caractéristiques sexuelles. Ça veut dire que vous allez voir des personnes qui ont en même temps des caractéristiques masculines et des caractéristiques féminines. Et donc, à ce niveau, vous allez voir des personnes qui vont naître avec une ambiguïté au niveau de leur sexe. Pénis, vagin. Ou alors d'autres ont un pénis avec des seins. Ça existe. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle des intersexes. Ça veut dire qu'ils ont les deux caractéristiques sexuelles à la fois. D'autres, vous allez voir, de façon physique, ce sont des femmes. Donc, il y a un vagin, il y a des seins, et tout, mais ne peuvent pas faire d'enfants parce qu'ils sont des intersexes en interne. Donc, ils ont une constitution interne qui est purement masculine. Oui. Q, c'est, comment ça c'est? Ça c'est le cuir, ou bien c'est kir, ou bien cuir. Q, c'est quelle qualité ça? Q-U-D-E-R. Oui. Les cœurs, par contre, sont des personnes qui n'aiment pas qu'on les classe dans un box. C'est des personnes qui se refusent d'être considérées soit comme gays, soit comme hétérosexuels, soit comme femmes et tout. Mais
qui aimeraient qu'on les considère tout simplement comme personnes humaines. Point final. Alors, ne demandez pas à cette personne queer, est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es une femme? Quelle est ceci? La personne te dira, je suis tout simplement moi. Ça, c'est une personne queer. Une personne queer aussi, c'est une personne qui n'a pas forcément de préférence. C'est une personne aussi qui se dit, moi j'aime une personne, je l'aime. Que tu sois hétérosexuel, que tu sois gay, que tu sois bi, que tu sois trans, que tu sois ceci, du moment où tu me plais, tu me plais. Donc c'est pour dire que c'est une personne qui n'aime pas les catégorisations. Et donc c'est une personne, les personnes queer sont dans ces personnes-là qui sont beaucoup plus pour la liberté d'expression, la liberté en tant que personne sans qu'il y ait des classifications. Alors, dites-moi, LGBTIQ. Alors, est-ce qu'il y a déjà toutes les qualités là dans ce pays? Alors, quand vous dites est-ce qu'il y a déjà toutes les qualités, c'est comme s'il y a un avènement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme s'il y a un avènement de bon, ces... je pose ma question. Il y a une époque où les gays sont venus, une autre époque où les bisexuels arriveront, etc. Non. La société, bon, est-ce qu'il y a tout ça ici? Il y a tout ça dans la société. La preuve en est que au Cameroun, connu au Cameroun de toutes ces personnes. LGBTIQ. Et il y a plus. Oui, il y a même d'autres qui... Voilà, il y a plusieurs. Et nous en connaissons. Oui. Vous voyez, c'est juste que nous ne pouvons pas vous fournir des informations au regard des principes de la confidentialité du secret professionnel. Oui, qui est lié aux activités que vous menez. Tout à fait. Et pour la protection également de ces personnes-là, nous avons eu une difficulté justement avec une personne intersexe qui s'est vue attribuer le nom de femme à la naissance parce que en tant qu'intersexe, le côté féminin était beaucoup plus dominé, mais avec l'évolution, la personne a vu le côté masculin beaucoup plus se développer et actuellement, il y a de cela 1 an, la personne est venue nous solliciter pour voir comment on pouvait faire pour modifier les informations qu'il y a dans son acte de naissance. Et vous êtes à quel niveau avec ça? Compliqué. Ce ne sera pas une mince affaire. Mais... Très compliqué. Donc pour l'instant, nous essayons. Là, a priori, c'est une question. Ça ne devrait pas être très difficile a priori parce que la loi, il y a une procédure pour cela. Mais ça nécessite généralement beaucoup de ressources en termes de X ou Y éléments, la personne qui n'est pas sur place, tout ce qui va avec. Mais nous sommes sur le cas et nous espérons pouvoir arriver. La procédure parfois peut mettre 2 ans, 3 ans, parce que parfois même il faut aller devant le juge et tout. Alors, on doit à la vérité de reconnaître quand même que le Cameroun n'est pas le pire pays en matière de répression de l'homosexualité. Il y en a pire, je ne voudrais pas citer l'Ouganda. C'est la raison pour laquelle nous encourageons l'État véritablement à dépénaliser. Parce que si, aujourd'hui, c'est vrai, vous parliez tout à l'heure d'une dizaine de personnes qui sont emprisonnées. Ailleurs, c'est beaucoup plus. Non, une dizaine de personnes que CAMFED a connues. Nous sommes fait des 39 organisations de défense des droits humains. Donc, à ce niveau-là, le Cameroun n'est pas le pire. Mais est-ce qu'il y a en Afrique des pays qui font office d'exemple? Bien où sûr. La communauté LGBT vit en paix. Je connais l'Afrique du Sud. Bien sûr. C'est pas mal. Et ça, c'est l'une des choses que Nelson Mandela avait voulu dès sa sortie de prison, où il voulait que tout le monde vive de manière égale dans son pays, noir, blanc, colored, les métis, et puis les LGBT. Alors, d'autres pays d'Afrique noire. Oui, je crois qu'il y a le Botswana aussi. Oui. Il y a des pays comme ça qui, c'est vrai que récemment... À une époque récente, au Gabon même... oui. Il y a eu... Les nouvelles autorités, je pense qu'elles vont criminaliser finalement. Bon, les nouvelles autorités vont criminaliser, mais ça avait été à un moment donné dépénalisé en Afrique. Et ça, ce sont des exemples à prendre. Au Gabon. J'ai voulu beaucoup plus donner l'exemple de l'Afrique du Sud, tout simplement parce qu'en Afrique du Sud, ils sont arrivés en 2016 même avec le mariage pour tous. Et ça, c'est à mon avis vraiment l'exemple en Afrique des exemples. Et donc, pourquoi pas, en Afrique du Sud, est-ce que l'Afrique du Sud n'est pas développée? Question. Est-ce qu'en Afrique du Sud, les valeurs coutumières sont pour autant mises à bafouées? Question. Est-ce qu'en Afrique du Sud, les populations lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres n'occupent pas des postes et travaillent dignement en Afrique du Sud? Question. En tout cas, c'est pour dire en réalité que ça ne sert à rien de pénaliser. Au contraire, c'est contre-productif que de pénaliser
l'homosexualité ou l'orientation sexuelle des gens. On va sortir de cette émission, Ebenezer Monkampa, là où on est entré. Est-ce que, en tant que défenseur des droits humains, avec une orientation très claire sur la protection des minorités sexuelles, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'il y aura un avant et après coming out de Brenda Biya? Il y a un avant. Est-ce que c'est un marqueur historique pour la question homosexuelle au Cameroun? On sort par là. Oui, c'est un marqueur historique. D'ailleurs, ça va rester à jamais. La fille d'un président. Ça suffit pour entrer dans l'histoire. Maintenant, est-ce que après les événements vont permettre de pouvoir réellement ancrer cela véritablement dans l'histoire? Ça repose entre les mains des défenseurs des droits humains. Oui. Et il est important de noter que les défenseurs des droits humains au Cameroun sont divisés sur la question. Donc, oui. Ils sont divisés. Pourquoi? Tout simplement parce que plusieurs défenseurs des droits humains ne considèrent pas la question des droits sexuels incluant le droit d'aimer qui on veut comme étant un droit humain. Et donc, il y a même chez vous, les défenseurs des droits humains, il y en a qui défendent les droits humains, mais pas pour les homosexuels. Très bien, ils sont nombreux. Et donc, ils estiment que je veux bien défendre les droits de l'homme, mais pas pour les homosexuels. Ah oui, quand même. Hein? Oui, ils sont nombreux comme ça. Oui. Et c'est même ça le problème. Même à un moment donné, la Commission des droits de l'homme du Cameroun, avec son président, moi je le dis ouvertement, le président de la Commission, à un moment donné, a fait comprendre qu'on veut nous imposer à un moment donné cette pratique-là à travers des notions. Pardon, le président de la Commission des droits de l'homme du Cameroun, lui, il n'est pas chaud pour les affaires des homosexuels. Oui. Il avait dit qu'on veut nous imposer cela, l'Occident veut nous l'imposer à travers des expressions telles que population clé et autres. Mais je me suis réjoui récemment de son conseiller technique particulier qu'il a envoyé à un de nos ateliers à l'occasion de la journée des défenseurs, qui a reprécisé en réalité ce que la commission voulait en réalité dire. Et il a fait comprendre que, et là, ça nous a vraiment réjouis, il nous a fait comprendre que lorsque la commission le disait, c'était pour dire en réalité que le Cameroun étant dans une posture où les mœurs n'ont pas encore véritablement évolué, il faudrait comprendre que sur le plan pénal, vous ne pouvez revendiquer la question de relations sexuelles avec personne du même sexe comme étant un droit parce qu'il est criminalisé sur le plan légal, en droit positif. Mais qu'il est possible, bien évidemment, naturellement, de par la loi camerounaise, de revendiquer des droits pour ces populations-là, tels que le droit à l'intégrité physique, le droit à un logement et autres. Donc cette précision, faite par son conseiller technique, a permis de reconsidérer cette posture-là parce qu'il a été envoyé par le président, justement, de la commission. Merci. Alors, très rapidement, je vais vous présenter quelques ouvrages qui m'ont permis de préparer cette émission. Je rappelle que sur la question de l'homosexualité, de la sexualité en général, il y a une abondante littérature, il y a des travaux de recherche par milliers, il y a des tombereaux de travaux qui ont été faits sur la question de l'homosexualité, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. Il y a ce magnifique ouvrage de Frédéric Martel, c'est une enquête au cœur du Vatican, Sodoma. Magnifique livre, beaucoup de révélations, et l'auteur qui lui-même est homosexuel, il a été très très transparent, et c'est son statut d'homosexuel qui lui a permis de pénétrer le Vatican, où il s'est rendu compte que le Vatican était truffé de prêtres homosexuels qui, le dimanche à l'église, tiennent des discours enflammés contre l'homosexualité, des discours homophobes très très enflammés, des homélies vraiment c'est la même chose, je suis désolé. Et alors que le soir, ils se retrouvent dans des bars pour homosexuels. Donc, et l'auteur, il estime qu'il faut toujours se méfier lorsque quelqu'un a un discours homophobe un peu trop exacerbé. Parfois, ça peut être une manière de dissimuler son orientation. Voilà. Oui. Donc, Frédéric Martel, Sodoma, un ouvrage que je vous recommande, très, très savoureux. Voilà. Et le pape, à la suite de cet ouvrage, avait dit que la question, le pape François, que la question de l'homosexualité dans l'Église préoccupe. Voilà. Charles Guébogo, je parlais de lui tout à l'heure, la question homosexuelle en Afrique, le cas du Cameroun. C'est un Camerounais, il vit aujourd'hui, je crois, aux États-Unis. Il a été étudiant en sociologie ici, il est docteur en sociologie, si je ne m'abuse. Et à l'époque, il a eu un mal fou
a soutenu une thèse à l'université de Yaoundé parce qu'il voulait parler de la question de l'homosexualité et on lui a dit pas de ça ici. Bon, c'est quand même assez surprenant parce que l'université, me semble-t-il, c'est le lieu de la réflexion, y compris dissidente ou alors sur des questions qui peuvent paraître tabous. Il n'y a pas de tabou à l'université en principe. Voilà. Charles Guébogo, la question homosexuelle en Afrique, je vous recommande ce livre. Je l'avais eu en interview autrefois et notre journal a été censuré à l'école. Le sexe et ses doubles, homosexualité en post-colonie, magnifique ouvrage également de Patrick Awondo. Lui aussi, il est docteur en sociologie, si je ne m'abuse, et il a énormément travaillé. C'est un autre spécialiste de la question homosexuelle et des questions d'infections sexuellement transmissibles dans cette communauté-là. Il travaille énormément et son livre, il est très documenté, très fouillé. Magnifique livre, Patrick Awondo, Le sexe et ses doubles. Et mon fils est homosexuel. Comment réagir? Comment l'accompagner? C'est un témoignage, Xavier Thévonote. Et quand je préparais cette émission, j'ai rencontré quelqu'un qui est très critique sur cette question-là. Je lui ai dit, alors si ton fils est homosexuel, tu fais comment? Il m'a dit, je le tue. Je me suis dit, ah oui, quand même. Hein. Donc, je crois qu'il devrait lire cet ouvrage qui est un témoignage. Mon fils est homosexuel. Comment réagir? Comment l'accompagner? Autre livre, là, c'est vraiment des grands travaux de recherche. Hein. L'homophobie, la question de l'homophobie, c'est parti sur que sais-je. C'est deux auteurs, Daniel Borillo et Caroline Mekari. Je vous le conseille également. L'homophobie, c'est pas simplement un phénomène africain, hein, y compris en Europe, partout dans le monde. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément accepté, même dans les sociétés où c'est légalisé. Il y a quand même encore des gens qui sont très résistants sur cette question. Il ne faut pas croire. Donc, lisez ce livre et vous le comprendrez. L'homophobie. Un autre ouvrage de sociologie, sociologie des comportements sexuels, Marlise Jaspard, que je vous conseille, très bien. Sociologie de l'homosexualité, un autre ouvrage toujours sur la sociologie de l'homosexualité. Et ce dernier ouvrage assez bouleversant, voilà. que je conseille, vous l'avez dit tout à l'heure, j'étais un peu amusé quand vous en parliez parce que c'est dit dans cet ouvrage de Fleur Dauger, Animaux Homo, Histoire naturelle de l'homosexualité. Voilà, je n'en dirai pas plus, que chacun le lise pour le comprendre. Et je voudrais dire que ce ne sont que des livres, hein, ça ne va contaminer personne. Ebenezer Moukam, merci. Merci également. Je dois le dire, hein, sans blague, ce n'est pas facile d'accepter une telle émission pour parler d'un sujet aussi tabou qui suscite une violence assez incompréhensible quand même dans la société. Donc je voudrais vous remercier sincèrement d'avoir accepté mon invitation. Il y a longtemps que je voulais faire cette émission, mais j'avais du mal à trouver quelqu'un. C'est moi qui vous remercie également d'avoir pris le risque d'échanger sur un tel sujet dans un tel contexte. Merci. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette autre édition de votre émission Autant le dit. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre invité et ce sera toujours avec le même plaisir. Nous avons pensé. Pour mieux répondre à vos attentes, nous avons rehaussé le standing.
Hôtel Le Quai d'Orsay. Better than what you imagine. Au cours des 20 dernières années, le développement de l'Internet mobile a révolutionné notre façon de consommer la musique. Si en 2002, le CD représentait 90% des revenus du marché musical, aujourd'hui, le streaming, c'est 2/3 des revenus engrangés. Le monde change et pour vous accompagner, LOG Music Entertainment est une agence de distribution digitale qui permet aux artistes et labels de distribuer leur musique à travers le monde sur plus de 250 plateformes de streaming telles que Boomplay, Spotify ou encore Apple Music. Alors n'attendez plus et rejoignez la nouvelle ère, musicalement vôtre. Hôtel Noubou International. Situé à quelques minutes de l'aéroport international de Douala, l'hôtel Noubou International est un complexe de 2 hôtels au standing situé dans les quartiers d'affaires de la ville de Douala. Noubou International Hôtel de Bonapriso et Ngodi Aqua vous offre l'assurance de passer des moments inoubliables dans ses suites luxueuses et confortables. Ses chambres calmes et élégantes. Ses prestigieuses salles de conférences et de banquets avec une vue imprenable sur la ville. Une salle de remise en forme équipée du matériel de technologie récente. Des espaces navs et restaurants avec des menus variés et un large choix des cocktails disponibles pour vous permettre de passer des moments uniques. Bénéficiez d'une connexion internet rapide et gratuite ainsi que d'une navette aéroport disponible 24h/24. Noubou International Hotel s'impose par son style contemporain et sa touche particulière pour répondre aux besoins de la plus exigeante des clientèles. N'hésitez plus, faites confiance au groupe Noubou International Hotel. Pour plus d'informations, visitez notre site www.noubouinternationalhotel.com ou contactez-nous au 233 42 03 31. Noubou International Hotel. A touch of class. Envisagez-vous d'immigrer au Canada? Sakoni Immigration est un cabinet conseil réglementé et spécialisé en immigration canadienne. Notre mission, vous accompagner dans votre projet d'immigration. Nos services, le permis d'études, le permis de travail, le visa visiteur, la résidence permanente, incluant l'entrée express et les programmes des provinces, le parrainage, le IMT et la citoyenneté canadienne. Sakoni Immigration sera votre guide. Pour en savoir plus, visitez notre site web ou appelez-nous. Vous pouvez aussi suivre le lien ci-dessous ou scanner le QR code pour demander une évaluation initiale.